Bonsoir à toutes et tous. Je serai très bref. En tant que président de l'association Cité Anthropocène, je suis très heureux de vous voir tous présents ce soir et d'avoir cet événement qui nous attend. De vous dire qu'au nom de l'association Cité Anthropocène, nous remercions d'abord le musée pour son accueil dans ces lieux, bien entendu. Nous remercions tous les partenaires du projet, ils sont très nombreux. Cité Anthropocène, c'est une association qui est immergée dans la vie urbaine anthropocène et qui se fait fort de nouer des liens, un dialogue avec tous les acteurs. Et effectivement, ce festival, cette école de l'Anthropocène, c'est la démonstration de comment on peut faire de belles et grandes choses quand on ouvre largement le projet à tous les partenariats possibles. Donc un grand merci à tous ceux qui ont apporté la contribution à ce projet. Je serai très bref sur la présentation de cette 6e session de notre festival. 6e, ça fait une demi-douzaine. Nous comptons bien qu'il y aura une autre demi-douzaine devant nous, au moins, et que nous pouvons continuer à faire vivre sur la place lyonnaise ce lieu d'expression, de partage des sciences, des arts, de la pensée, dans une atmosphère ouverte, exigeante, bienveillante, qui permet de penser les questions de notre temps, les questions de l'Anthropocène. Et pour nous, Cité Anthropocène, c'est à la fois le lieu d'une vie partagée, d'une vie citoyenne, d'une vie civique, et dans laquelle toutes les questions sont abordées de manière libre, ouverte, et encore une fois, dans le partage des savoirs. Donc, merci pour, encore une fois, votre présence et votre soutien, et sans plus de discours, je laisse la parole aux intervenants de cette soirée. Un grand merci à vous. Merci Pierre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être présent avec vous ce soir pour l'ouverture de cette 6e édition. Lorsque nous avons créé ce festival en 2018 avec quelques-uns qui sont présents dans la salle, avec Cédric Duroux, notre programmateur qui nous accompagne depuis, nous étions persuadés qu'il y avait nécessité d'organiser des moments et des lieux de débat, de discussion, de réflexion. Une réflexion qui ne cède pas devant l'impératif de la pensée, et cet impératif fait que de temps à autre, il faut aborder les choses de la pensée avec la méticulosité, le sérieux, parfois la difficulté qu'il convient, mais aussi avec la nécessité de faire en sorte que cette pensée s'ouvre vers l'extérieur et accepte de dialoguer avec d'autres formes d'expression, d'autres formes de pensée, en particulier les pensées des arts, de la littérature, de toutes les formes d'expression scénique qu'on peut envisager. Donc lorsque nous avons créé ça en 2018, nous étions persuadés qu'il y avait quelque chose à faire, particulièrement à Lyon, autour de cette question, allez, disons-le rapidement, de la crise écologique. On y reviendra ce soir, je pense, que nous avons appelé Anthropocène, mais on n'est pas là pour débattre du mot. Et 6 ans après, cette intuition est chaque jour à confirmer, et à chaque édition, nous sommes heureux de voir que les publics très divers, selon que l'on soit dans la journée au Collège Truffaut en ce moment ou le soir dans différents lieux de Lyon, les publics sont au rendez-vous avec cette même volonté d'essayer de comprendre cette chose inédite qui nous arrive, qui est cette crise écologique globale qui nous saisit tous dans la synchronicité de nos vies et qui impose que nous soyons capables de réfléchir à notre actualité, à nos futurs. Et nous le faisons cette édition avec une émotion particulière, puisque les financements d'État que nous avions pour organiser ce festival se sont arrêtés l'année dernière. Et si nous sommes là, c'est grâce au relais pris par les collectivités territoriales, notamment la métropole de Lyon et la ville de Lyon, que je remercie chaleureusement, et tous ceux également qui nous ont permis, comme le Musée des Beaux-Arts ce soir, comme le musée Gadanne après-demain, comme la Bourse du Travail demain, comme la Cité de la Gastronomie samedi, qui nous ont permis de trouver les lieux du soir pour justement engager la partie de débat proprement dite. L'après-midi au Collège Truffaut, magnifique endroit, je vous conseille d'y aller si vous ne l'avez pas encore fait. Un collège promis jadis à une opération immobilière, aujourd'hui transformé en lieu ouvert, en lieu d'accueil, d'associations, de structures, des espaces pour discuter, pour rêver, parce que de temps en temps, il faut rêver. Donc venez au Collège Truffaut, il y a la radio Anthropocène toute la journée, enfin tout l'après-midi. Ce sont nos jeunes qui s'occupent de la radio, donc ils ne se lèvent pas de bonne heure. Donc l'après-midi seulement, la radio, des ateliers,
des masters. Oui, de temps à autre, il faut assumer son statut de boomer, n'est-ce pas? Et donc, incontestablement, des ateliers, des masterclass qui ont commencé cet après-midi et qui ont été suivis par un large public. Voilà, je suis très heureux d'être là. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous permettent de faire exister cet événement unique en son genre en France. Merci à nos deux invités de ce soir qui ont répondu présents avec enthousiasme quand on leur a proposé cette première soirée. Corinne Pelluchon, philosophe, spécialiste de philosophie morale et politique, qui depuis maintenant de nombreuses années mène un travail intense et qui conduit à construire, de mon point de vue, une des œuvres philosophiques les plus singulières du moment. Je vais essayer d'expliquer pourquoi tout à l'heure, en embrassant toute une série de questions fondamentales, comme les philosophes savent le faire, mais avec une spécificité que peu de philosophes savent savoir. Donc ça sera le point de départ de ma question de tout à l'heure. Et Pierre Ducrozet, à ma gauche, écrivain lyonnais d'origine, c'est le régional de l'État, et qui nous a fait l'amitié de venir avec enthousiasme pour dialoguer avec Corinne Pelluchon, alors même qu'il n'a pas totalement de nouveaux livres à défendre, mais ces livres, dont le dernier a paru en octobre 22, si j'ai bonne mémoire, Les Histoires de Paul, mais simplement pour le plaisir aussi de débattre des questions qui vont nous occuper ce soir. En gros, les questions qui nous occuper ce soir, c'est que faire dans ce moment où de plus en plus nous prenons conscience de la singularité de ce que nous sommes en train de vivre, nous, espèces humaines, c'est-à-dire chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, dans sa vie singulière, et nous, en tant qu'espèce, dans la découverte absolument bouleversante, radicale, que nous sommes capables, en tant qu'espèce, d'être une force géologique, comme dit Paul Crutzen, l'inventeur du mot anthropocène, c'est-à-dire capable d'avoir des effets sur les systèmes biophysiques, biotiques et abiotiques de la Terre, des effets d'ampleur comparable aux effets géologiques. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ça fait très longtemps que les êtres humains savent qu'ils peuvent bouleverser un milieu. C'est aussi ancien que l'écriture. Dès que les premières écritures apparaissent, on voit que les êtres humains savent qu'ils peuvent bouleverser un milieu local. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'on est capable de transformer des végétations arbustives et arborées en garrigues et en maquis, en raison du surpâturage au vin, puisque la garrigue et le maquis ne sont pas des formations originaires, ce sont des formations anthropiques. Ça fait très longtemps qu'on le sait. Il n'y a aucun caractère bouleversant dans cela, dans nos effets anthropogéniques, comme on avait l'habitude de dire. En revanche, ce qui est bouleversant, c'est que jamais, jamais, nous n'avions été dans la situation où nous étions capables d'avoir un impact global sur le système planétaire, c'est-à-dire à la fois capable de forcer ce système dans son intégralité, et donc, et c'est ça la globalisation que nous avons à découvrir, faire en sorte que tous les lieux de la planète sont synchroniquement altérés par ce changement global. Ça, on n'avait jamais vécu ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait drôle. Ça trouble. Il y a un trouble dans le genre de l'humanité et de l'espèce humaine, de la conduite par l'humanité de son rapport à la Terre. Et ce trouble-là, c'est celui-ci que nous voulons penser avec les outils conjoints de la science, de la philosophie et de la littérature et des arts et des œuvres. Bon, ben on y va. Corinne Pelluchon. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez une position singulière parce que votre objet, comme tous les philosophes qui font de la philosophie morale et politique, c'est à un moment ou à un autre de penser l'humain, à la fois dans sa singularité d'individu, mais dans sa globalité aussi de choses humaines que l'on peut penser avec les outils de la philosophie. Finalement, la philosophie ne fait que cela depuis qu'elle existe. La spécificité que je vois dans votre travail, donc dites-moi si vous trouvez que c'est juste ou pas, peut-être c'est une lecture de géographe de votre travail, c'est que vous faites partie des rares philosophes, en tout cas de langue française, qui essayent de penser cette humanité de manière non abstraite. C'est-à-dire votre ontologie de l'être humain n'est pas une ontologie
qui découperait l'être humain des conditions physiques, matérielles et sensibles de son existence. Et j'en veux pour preuve que vous êtes une des rares philosophes, en tout cas dans le champ académique français, notamment dans ce livre qui s'appelle « Les nourritures, philosophie du corps politique ». Vous retrouverez tous les livres de nos invités à la librairie L'Œil Cacodilate, qui est en bas. C'est notre partenaire. Extraordinaire librairie, l'ancienne librairie des cours. La meilleure librairie de Lyon, ou peu s'en faut, je vous la conseille. Mais elle n'a pas ce livre-là. C'est moche. Ce livre qui s'appelle « Les nourritures, philosophie du corps politique », c'est un livre où la deuxième partie est consacrée à l'habiter, à la manière dont, finalement, les êtres humains se tiennent dans le monde qui l'accueille. Perspective qu'on pourrait retrouver chez une Hannah Arendt, par exemple, dans La condition humaine, qui fait de son interrogation sur la condition humaine une interrogation sur ce qu'il en est de se tenir au et dans le monde. Êtes-vous d'accord avec cette idée que ça fait un peu partie de votre spécificité, en tout cas depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire cette volonté d'aller travailler le sujet incarné et se tenant dans une dimension qui est rarement abordée par les philosophes, qui est la dimension de sa relation à l'espace qu'il habite. Oui, merci beaucoup pour l'invitation et pour ces mots. Oui, alors je dirais que moi j'ai essayé de penser l'humain non pas seulement comme liberté, comme projet, comme volonté, comme historicité, qui sont néanmoins des spécificités humaines, des caractères humains très importants, mais j'ai surtout insisté sur la corporéité du sujet. Et la corporéité, c'est plus que le fait d'avoir un corps et d'être mortel, c'est saisir d'une part la vulnérabilité, la passivité, la fatigue, la mortalité, donc des phénomènes qui échappent à ma conscience, qui m'arrivent mais qui échappent à ma maîtrise, à ma conscience, à mon intentionnalité, et qui soulignent l'altération du corps, l'incomplétude du psychisme et aussi le besoin de soins et d'institutions, mais également, c'est le deuxième volet de la corporéité, j'ai insisté sur la matérialité de notre existence, sur le fait que nous occupons l'espace et que ce faisant, nous prenons de la place. Nous devons partager les nourritures, qui est un mot que j'emploie pour dire tout ce dont nous vivons et qui nourrit aussi notre vie, lui donne un sens et une saveur ou pas. Et puis ce mot permet de ne pas seulement réduire les paysages, les milieux à leur dimension instrumentale. Et puis j'ai beaucoup insisté sur l'incorporation, l'alimentation, donc où l'existence est saisie dans sa réceptivité, avec toutes les dimensions intimes, culturelles, biologiques et sociales, toujours donc en dépassant ces dualismes nature-culture, esprit-corps, comme on le voit avec l'alimentation, qui est un fait social total et qui touche tout cela. J'ai insisté donc tout sur notre habitation de la Terre, en montrant que quand on prend la corporéité, quand on pense la corporéité du sujet, eh bien, cela rafraîchit la conception qu'on a de l'humain, puisque quand on mange, par exemple, ou qu'on occupe l'espace, on est toujours en contact, qu'on le veuille ou non, avec d'autres humains et autres qu'humains, en particulier avec les animaux, quand on mange de la viande, puisque ce faisant, on leur impose une mort provoquée, souvent très jeune, et des conditions de détention compliquées, infernales même, et puis avec cette spatialité aussi. Donc voilà, donc je saisis, moi je m'inscris dans la phénoménologie, donc dans un courant qui date du XXe siècle, où on décrit l'humain, où finalement on ne part pas d'une vérité abstraite, mais on décrit les choses telles qu'elles se donnent ou pas à nous. Et moi, j'ai insisté sur des phénomènes qui m'arrivent, qui nous arrivent, mais qui ne sont pas de simples représentations. Un milieu, l'air, les milieux nous enveloppent, l'eau nous enveloppe. Et d'ailleurs, l'eau, nous vivons d'eau, mais nous ne vivons pas dans cet élément, en tout cas sans de technologie. Donc du coup, et c'est vrai que ça donne, et je m'arrêterai là, c'est-à-dire que cette description de l'humain dans sa corporéité fait non seulement surgir un sujet toujours relationnel, jamais seul, toujours dépendant des autres et des éléments et des aliments et des écosystèmes, mais aussi cela a des implications normatives, puisque si on reconstruit l'association politique à partir de ce sujet qui n'est pas seulement liberté, qui n'est pas seulement projet, eh bien la protection de la biosphère finit, sa beauté, la préservation de sa beauté, la justice envers celles et ceux dont nous endommageons
les espaces dont nous affectons les conditions de vie et de survie, y compris quand ils ne sont pas encore nés, la justice envers les animaux, pas seulement l'éthique, mais le fait d'assigner des limites à notre bon droit de les user, d'user des ressources au nom de leur droit à exister, eh bien tout cela devient des finalités du politique. C'est-à-dire que moi j'articule l'écologie, prise comme sagesse de notre habitation de la Terre, à une philosophie de l'existence. Et je dirais que ce qui me distingue peut-être de beaucoup, c'est, y compris des philosophes de l'environnement, aux États-Unis ou ailleurs ou en France, c'est que je ne scinde pas l'écologie de l'humain. Je ne scinde même pas la question animale de la question de notre cohabitation, de notre habitation de la Terre, qui est toujours une cohabitation avec les autres, et je ne scinde pas cela d'une philosophie de l'existence, parce que c'est vrai que d'un côté, il y a eu des philosophies de la liberté qui pensaient l'homme comme un empire, dans un empire, et la nature comme un décor de l'histoire, et donc elles insistaient seulement sur la réduction des inégalités, la sécurité en politique, donc quelque chose qui ne permet pas finalement de penser l'écologie au sein d'un projet politique, mais qui secondarise l'écologie, ou on s'en inquiète que quand il y a un effondrement des ressources. Et puis de l'autre côté, les philosophes de l'environnement, magnifiques, formidables, ou les philosophes animalistes, ont eu tendance à faire à croire qu'il fallait choisir entre l'humain et la nature, entre l'humain et les animaux, ou en tout cas à détacher l'éthique environnementale liée à des catégories comme celle de valeurs intrinsèques ou non instrumentales, la détacher d'une philosophie de l'existence. Alors que moi, j'insiste sur cette dimension existentielle de l'écologie, qui n'est pas seulement liée à la réduction, à la lutte contre le réchauffement climatique, à une dimension sociale et subjective qui travaille en profondeur notre habitation de la Terre, le sens que cela et notre cohabitation avec les autres. Donc ça, je dirais que c'est... Et en plus, moi, je m'inscris dans une pensée qui ne renie pas l'héritage des Lumières. Alors d'habitude, les écologistes, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une spécificité. On va parler de cette question des Lumières que vous traitez dans un livre qui s'appelle « Les Lumières à l'âge du vivant », qui est peut-être un livre de conclusion provisoire de toute une série de livres importants, notamment un livre très important sur l'éthique de la considération, qui est vraiment un livre qui a beaucoup marqué tous ses lecteurs. Et on peut dire que cette question de la relationnalité, de cette volonté de ne pas disjoindre la question écologique de la question existentielle, c'est aussi ce qui caractérise la manière dont vous abordez la question animale. Parce que vous abordez la question animale depuis très longtemps. Finalement, vous avez été une des premières à l'aborder de façon philosophique, mais vous l'abordez vraiment toujours avec ce souci. C'est peut-être même ce qui vous a amené à cette pensée plus actuelle que vous venez de décliner, c'est-à-dire cette volonté de ne pas séparer la question animale de la relationnalité qui existe entre tous les étangs, en fait, qu'ils soient humains, non humains, autres qu'humains, dont les animaux. Oui, mais aussi parce que je m'étais rendu compte qu'après 45 ans ou 50 ans de magnifiques livres en éthique animale, en éthique environnementale, qui parlaient du statut moral, voire juridique des animaux, rien ne changeait. Peu de personnes changeaient leur style de vie au point de réduire de manière drastique leur consommation de produits animaliers. Au niveau des politiques publiques, les animaux brillaient par leur absence, en tout cas leurs intérêts étaient peu pris en compte. Et donc, il fallait changer de stratégie. Et c'est vrai que aussi, il y avait une abstraction des outils théoriques magnifiques qu'on a après 50 ans de divers courants. Il y a une diversité des approches de l'éthique environnementale qui sont toutes magnifiques. Mais je me disais, moi je pense que quand on écrit, il faut essayer d'apporter quelque chose d'utile, si je puis dire, ou de neuf dans les essais. Et du coup, je me disais, plutôt que de chercher le statut moral, juridique des animaux et ensuite de dénoncer ceci, cela, alors moi, au lieu de penser, de m'interroger sur l'objet de notre responsabilité, j'ai placer le miroir du côté du sujet de la responsabilité. Je me suis demandé ce que serait une éthique et une politique qui prendraient vraiment au sérieux le fait que les animaux comptent et ce que disent de nous nos usages des autres vivants. Donc, et cela m'a amené à une approche qui est distincte de celle de l'éthique animale. Et puis, ça m'a amené justement parce que moi, je voulais des résultats, mais j'en ai pas eu, mais enfin bon. Mais en tout cas, je voulais essayer de voir comment on pouvait faire pour
améliorer la condition animale qui est absolument effroyable partout dans le monde et qui, la réalité dépasse la fiction. Et pour ça, en démocratie, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on prenne comment avoir une théorie politique globale qui prenne en compte bien sûr les intérêts des humains mais également ceux des animaux, étant entendu que ces derniers ne portent pas par eux-mêmes sur la place publique leurs propres intérêts et qu'ils ont besoin de petites personnes comme moi mais aussi comme des représentants politiques qui veilleront à ce que dans les différentes propositions de loi, eh bien, on ait un volet animal. Je sais que ça se fait ici. Je sais que les maires de plusieurs villes, les maires écologistes de plusieurs villes de France le font. Donc ça, c'est déjà un progrès par rapport à ce qu'on a connu. Mais voilà. Donc du coup, moi, j'essayais de trouver aussi une approche pragmatique sur cette question où beaucoup de choses ont été dites et où le décalage entre la théorie et la pratique est absolument saisissant. Et aussi, je m'arrêterai là pour ne pas confisquer la parole, mais je trouvais qu'il fallait aussi, non pas seulement, enfin, disons ce qui nous pousse chacun à agir, à changer nos modes de vie, là, dans l'alimentation, les vêtements, dans nos loisirs, pour être plus sobre, pour ne pas faire son bien avec la souffrance animale, eh bien, il faut avoir du plaisir à changer ses styles de vie, et c'est pas avec les arguments. Nous savons bien que la viande coûte en eau, coûte écologiquement, coûte aux animaux, et c'est pas ça qui fait que la plupart des personnes changent leur style de vie. Donc, moi, j'ai essayé de penser aussi une éthique comme transformation de soi et quels sont les ingrédients, pour ainsi dire, de ce changement qui touche plusieurs couches du psychisme. Et peut-être là, je rejoins, moi, dans mon travail à moi, qui est rationnel, mais pas que, mais je rejoins le travail de l'écrivain, en particulier de Pierre, dont l'ouvrage j'ai trouvé passionnant, majeur, bouleversant, et qui fait écho à beaucoup de choses, puisque comme son protagoniste, moi j'ai essayé de beaucoup de choses qui ont un peu raté, et la différence entre lui et moi, c'est que moi j'ai pas osé la violence ou l'action directe, mais en tout cas, voilà, comment... Il y a plusieurs niveaux du changement, il y a la transformation de soi, il y a les motivations, le fait que comment on arrive justement à transformer sa subjectivité au point que le bien-être, ou plutôt l'épanouissement des autres formes de vie, devient comme une composante de son propre épanouissement, et où la prise de conscience de son appartenance à une communauté biotique devient une évidence qui transforme de l'intérieur sa manière de se voir et d'interagir avec les autres. Donc, il y a le niveau éthique, il y a le niveau donc, des normes aussi, il y a le niveau de la transformation de soi, il y a le niveau évidemment politique où là, en démocratie, alors qu'il y a des intérêts et des opinions divergentes, on peut néanmoins trouver des pistes communes pour améliorer de manière substantielle, par exemple la cause animale, en adoptant dans un premier temps un discours un peu welfariste, mais pas que, mais surtout en ayant à l'horizon quelque chose de plus évidemment ambitieux, puisque il y a quand même derrière ce travail parfois apparemment modéré une très grande radicalité. On y reviendra, Corinne, mais passons, Pierre, à quelques interrogations. Alors, je ne vais pas d'abord interroger Pierre sur le contenu de ce livre auquel faisait référence Corinne, Le Grand Vertige, l'avant-dernier roman de Pierre de Crozet. Le dernier s'appelle L'Histoire de Paul. Variation de Paul, voilà, j'étais sûr que j'allais me tromper. Il a apparu l'année dernière sur un sujet complètement différent. Et Pierre du Crozet est là, non pas seulement pour ce livre, mais aussi pour l'ensemble de ses livres, Requiem pour le Larouge, L'invention des corps, mais aussi un livre écrit chez Actes Sud. Tous ces livres sont parus chez Actes Sud Junior, que je trouve vraiment très intéressant, qui s'appelle « Je suis au monde », avec des formidables illustrations de Stéphane Kiel, qui pose toute une série de questions très en relation avec ce qui vient d'être dit. Mais je voudrais d'abord peut-être vous interroger un peu latéralement par rapport à ce que vient de dire Corinne, sans vous faire agir vraiment sur le contenu, en particulier la relation à la question écologique qui est au cœur du Grand Vertige, mais pas que. Moi, ce qui me frappe dans vos textes, c'est que on y trouve exactement ce que Corinne vient de dire, notamment parce que tous vos personnages
en tout cas c'est comme ça que je les lis, sont des corps réceptifs et émissifs. C'est-à-dire, je trouve que la dimension de corporéité et la manière dont vous essayez de rendre compte des expériences corporelles, à la fois les expériences pour elles-mêmes, les expériences en relation avec d'autres humains, les expériences en relation avec, par exemple, la jungle, quand une de vos protagonistes du Grand Vertige se retrouve seule dans la jungle et doit s'ouvrir à une relationnalité à laquelle elle n'était pas préparée, ou que ce soit Paul, qui est un personnage qui a comme caractéristique qu'il ressent tellement la musique qu'il la voit en quelque sorte, qu'il la transforme en structure, en schème, en manière de s'ouvrir au monde. Je trouve qu'il y a chez vous toujours cette idée de cerner la façon dont des êtres humains se rendent disponibles à l'expérience d'eux-mêmes et des autres, et que votre écriture est entièrement travaillée par ça. Une écriture musicale, en fait, de ce point de vue-là. Oui, j'essaie de partir du... le personnage le prend d'abord par son corps, ce qui me semble en fait assez élémentaire, puisque c'est notre condition. Mais c'est vrai que je prends tous les autres aspects, disons, de l'être humain à partir de cette corporéité, et je le plonge dans une expérience comme dans un liquide. Et donc, que ce soit la jungle, que ce soit la musique, que ce soit, je sais pas, une expérience de violence dans l'invention des corps ou une expérience de joie, d'extase. Mais je passe avant toute chose par la peau, par le corps, par les sens. Et à partir de là, l'écriture naît et le personnage naît de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas d'intériorité, parce que de toute façon, s'il a un corps, il a à l'intérieur aussi. Mais c'est l'éthique, disons, je crois que c'était les behavioristes, on disait, je ne sais pas si ça existe encore, mais disons que c'est à partir des comportements, des gestes, des mouvements, des attitudes du corps, on suggère tout ce qui peut éventuellement se passer à l'intérieur. Et donc, voilà, quand j'avais lu je ne sais pas, c'était à l'époque, c'était dans la littérature américaine, surtout qu'on voyait ça, maintenant on le voit ailleurs, mais c'était des scènes, c'était aussi issu du cinéma, c'était de regarder de très près, d'approcher la caméra, de voir ce qui se passe, et à partir de ce moment-là, on peut rien dire quasiment d'autre que le corps, parce qu'en fait tout ce qu'on rajoute enlève à ce travail du corps. Ce que je veux dire par là, c'est que la psychologie, du coup, tout ce qui va se passer à l'intérieur doit être suggéré par la scène et par les corps en action. Donc voilà, et évidemment ça correspond à cette éthique, j'allais dire, mais du corps, c'est-à-dire que avant toute chose, ce qui se passe dans une planète, dans un monde, ce sont des corps humains, non humains, végétaux et autres qui sont en interaction. Donc ça correspond à, c'est pas juste parce que j'avais envie de le faire comme ça, c'est parce que ça correspond à ma manière de voir les choses et de les sentir. Et je pense que dans la littérature, c'est intéressant de partir des sens et ce qui est derrière, et dans la lecture aussi, et entre les lignes. Je peux me permettre d'essayer de vous lire. Ah oui, c'est écrit dans l'ordre en plus, donc ça fonctionne. 10 lignes, mais pardon si je lis mal. Donc c'est justement ce passage que j'ai trouvé très frappant de cette personne, June, qui se retrouve perdue dans la jungle à la suite. Bon, bref. Oui, il se passe beaucoup de choses avant. Voilà. Et elle est perdue, elle est vraiment perdue. Et voilà ce que vous écrivez. La peur ne l'a pas quittée, mais elle s'en est fait une compagne qui l'aide à avancer. Elle oublie un instant son ventre qui lentement se creuse. Elle écarte les lianes, dépasse les cœurs battants, les immenses pourritures, les troncs morts fendus où fourmillent et croissent les bêtes. Elle pousse les portes et entre de l'autre côté. Ce qui au début la brusquait et l'envahissait, cet espace où la mort saisit le vif, l'accueille à présent. Elle se fait mousse, chose rampante. On apprend comme naturellement à ne plus regarder par éclipse, mais tout le temps, à ce que tous les membres soient actifs et aux aguets, à ce que rien de ce qui nous constitue ne soit déconsidéré et inutile dans un ensemble aussi vorace. Elle apprend à penser avec ses bras, ses pieds, ses poumons.
Son corps mute à mesure qu'elle avance. Des jours passent. Elle s'enfonce toujours plus dans cette masse d'où ne perce aucun écho du monde du dehors, lequel a échoué sans un mot sur le rivage humide. Il y a vraiment là cette idée d'un bouleversement de l'être au monde, en fait, d'une manière complètement différente d'envisager sa présence dans le monde. Mais c'est une sorte de nudité de ce personnage qui arrive à ce moment-là. Et d'ailleurs, souvent on écrit des livres pour en arriver à tel ou tel passage, et celui-là fait partie. Je voulais que ce personnage perde des couches et des couches de peau, de vie, etc. Et arrive à ce moment-là où là, il n'y a plus rien. Il n'y a que elle et une certaine vérité, c'est-à-dire que voilà, je suis un être muni de certaines caractéristiques dans un ensemble. En fait, qui serait la définition de ce que c'est que d'être vivant, mais on l'oublie constamment, évidemment, par définition, parce qu'on est entouré d'autres choses. Mais là, petit à petit, par la force des événements, elle va arriver à cet endroit de nudité qu'elle va devoir, de peur aussi, d'effroi, parce que c'est pour avoir été de manière très très courte dans la jungle isolée. Jungle birmane ici. Hein. Oui, voilà, ouais. Mais c'est pas du tout quelque chose de drôle ou c'est totalement effrayant. Mais elle va réussir à passer cet effroi, cette solitude et tout, et arriver à non pas un accord, parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de paix, mais il y a la conscience d'être un corps parmi les autres corps, l'ouïe qui se développe, les sensations qui mutent, et donc elle trouve pas un accord avec les choses, ou elle trouve pas une clé, mais elle trouve une expérience de celle dont je parlais tout à l'heure, celle à laquelle je veux arriver, quoi, l'expérience brute, où là je suis dans le corps de June et j'essaie de décrire ce qui se passe et le bouleversement évidemment que ce moment va faire en elle, de toute façon. Mais Corinne Pelluchon, est-ce que ça n'est pas un passage qui renvoie à la question que nous devons aborder ce soir, donc il faudrait quand même que j'y arrive, qui est aussi la reconnaissance de la vulnérabilité, parce qu'on peut aussi lire ce passage comme un moment où une personne qui n'était pas particulièrement tendre et pas particulièrement encline au départ à s'ouvrir à cette vulnérabilité, est obligée d'accepter en quelque sorte cette vulnérabilité, et d'accepter, ce qui m'intéresse ici, c'est là où moi je voulais en venir, une vulnérabilité qui est une vulnérabilité qui reconnaît aussi la nécessité d'accepter l'interdépendance de cette entité vulnérable qu'on est avec toutes les autres entités avec lesquelles on doit nécessairement avoir un commerce, comme on disait au XVIIIe siècle, et qui sont elles aussi tout autant vulnérables que nous. Et est-ce que ça n'est pas quelque chose qui est fondamental ? Parce qu'en fait, la vulnérabilité, on pourrait dire qu'au plan de la pensée philosophique, c'est aussi peut-être une des grandes redécouvertes de ces 20 dernières années, c'est-à-dire la manière dont on se met à penser différemment la vulnérabilité. Oui, tout à fait, vous avez bien répondu. Mais ce qu'ajoute le roman, c'est l'idée du dénuement, de l'exposition. C'est-à-dire que la vulnérabilité, bon, ça vient de Woolnough, c'est une blessure. C'est vrai que c'est une catégorie qui a une force critique majeure, puisque bon, c'est penser pas seulement l'humain comme penser, logos. Mais ce qui est important dans la vulnérabilité, et là, la littérature est importante, et moi, même si je ne fais pas de littérature, dans mes écrits, j'ai essayé d'aborder ça, c'est que c'est vraiment c'est vraiment une plongée c'est l'approfondissement de la connaissance de soi comme être charnel, engendré, mortel, et donc c'est vrai que dans ce dénuement, il y a de l'effroi. Parce que c'est quand même un dénuement, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de la reconnaissance de sa petitesse, parce que souvent, quand on parle de reconnaître sa dépendance, son interdépendance avec les autres, on voit que le côté positif, alors qu'il y a de la violence, et deux, on parle de connexion, etc. Parce que ceux qui en parlent, d'ailleurs, souvent sont un peu, justement, des personnes qui savent que dans notre milieu urbain, souvent on oublie ça. Mais là, et ce que décrit très bien Pierre, et qui résonne totalement avec moi, ce que j'entends par vulnérabilité, c'est au cœur de cette vulnérabilité saisie, ou plutôt comme passivité,
comme altération, incomplétude et passivité, exposition, dénuement, il y a non pas la reconnaissance intellectuelle du fait que nous sommes vulnérables, que nous sommes dépendants des autres, qu'on a besoin des autres, de soins, il y a la possibilité même d'être responsable de l'autre. Alors c'est presque du Lévinas, seul un être vulnérable peut être responsable, au sens où la responsabilité elle-même est une passivité, plus passive que toute passivité, disait-il, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision, ce n'est pas une obligation, laquelle est la suite ou le résultat d'un engagement préalable, comme corriger ses copies quand on est professeur, hein, ça c'est une obligation, hein, c'est un poids, mais il faut le faire. Là, la responsabilité, c'est une atteinte. Et la vulnérabilité, c'est une atteinte. Et c'est vrai qu'au cœur de ce dénuement, et peu de choses dans notre vie d'habitude nous amènent à cela. La plupart du temps, c'est recouvert par les habits, par la fonction sociale, par toutes ces couches que justement Jung, dans cette expérience, va ôter. Moi, j'ai compris là, j'ai proposé une éthique de la vulnérabilité, c'était en 2009, hein, dans l'autonomie brisée, à la suite de visites 3 fois par semaine pendant plus de 6 mois dans des hôpitaux auprès de malades atteints d'Alzheimer, en fin de vie, etc. Et c'est là que j'ai saisi justement le lien entre cette expérience de l'altération de mon corps et l'altérité en moi qu'est justement ce qu'on peut appeler conscience de notre interdépendance envers les autres, mais qui est plutôt l'idée d'une proximité ou en tout cas d'un partage, d'une condition qui fait de la responsabilité à l'égard de l'autre une atteinte et un appel. Lequel creuse les traits de mon visage, c'est-à-dire que lequel me redéfinit. Donc au cœur de cela, il y a un renversement de la subjectivité. Et c'est vrai que, et là on va peut-être venir à notre situation, c'est vrai que d'une certaine manière, la vulnérabilité, c'est un mot qui brûle parce que on ne peut pas seulement en parler comme ça, avec des catégories, c'est vraiment une manière de penser l'altération du corps et partant la capacité à être ouvert à autre chose que soi et donc à renverser sa subjectivité. C'est-à-dire au lieu de se penser comme un être qui se définit par ses choix, par une liberté un peu rivale de celle des autres ou en tout cas qui a sa superbe, et bien là, le sujet se définit, reconnaît non seulement sa fragilité, mais également sa force, puisqu'il est capable aussi de se tourner vers autre chose que lui-même et découvre aussi une autre dimension de l'existence. C'est ça la vulnérabilité. Et c'est vrai que moi aussi j'ai été très marquée par ce passage dans la jungle birmane, qui est terrifiant, parce qu'il y a beaucoup de violence autour, elle voit un viol, mais on a là une montée en intensité, c'est le point commun entre la littérature et la philosophie, en tout cas celle que je pratique, la phénoménologie, hein, qui est une montée en intensité pour saisir les choses dans leur cœur, autant que faire se peut, en enlevant toutes ce que Husserl appelait les préconceptions du monde, c'est-à-dire tous les vêtements que d'ordinaire on met sur les choses pour les recouvrir et pour vivre à peu près bien et s'orienter dans le chaos de notre existence. Et la philosophie essaie de saisir le cœur de ces choses-là en procédant méthodologiquement en changeant ces lunettes qui nous font voir les choses, en essayant d'arriver à ce dépouillement pour ensuite voir un peu le sens des choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la pratique. Et puis après, j'en tire tout un tas de choses parce que la différence entre le littéraire et le philosophe, c'est que le littéraire va dans sa mine, il plonge. Le philosophe, un peu aussi, mais il est un peu architecte, au sens où il a envie de construire et d'amener des outils pour construire. Et moi, je suis vraiment comme ça, peut-être parce que j'ai le sens du chaos constant dans ma tête, mais j'essaie de construire, de donner des outils normatifs, en particulier politiques, parce que je viens de la philosophie politique, pas n'importe laquelle, effectivement celle de Hannah Arendt, où la philosophie politique est associée à une conception de la condition humaine et ce qu'on appelle un peu aujourd'hui vaguement le vivre ensemble, mais ce n'est pas seulement des institutions, donc, et où j'essaie d'apporter des outils pour justement faire que le pire ne soit pas
possible, et puis que le meilleur arrive, et d'ailleurs en particulier pour moi, puisque je le dis clairement, évidemment, l'abolition de l'exploitation animale et l'écologie comme autre manière de vivre et de partager les nourritures. Dans cette approche de la vulnérabilité change de statut. Ça n'est plus simplement quelque chose qui m'affecte en tant que fragile, mais c'est quelque chose qui modifie ma sensibilité, ma corporéité, ma relation aux autres, qui modifie la capacité même de partager avec d'autres vulnérables, et pas forcément de façon pacifique, ces expériences-là. C'est comme ça que la vulnérabilité devient politique, devient fondamentalement politique, et pas une affaire personnelle, simplement, qui serait à considérer comme une simple dimension personnelle de l'existence. Ça devient le fondement de l'éthique et d'une nouvelle politique. Mais peut-être ce qui est intéressant dans la période actuelle, et si on revient au Grand Vertige, c'est que, bon, pour le dire vite, l'histoire du Grand Vertige, c'est un écologiste célèbre, à la demande de la Commission européenne, organise une nouvelle structure. Il recrute toute une série d'agents, plus ou moins dormants, pour essayer de mener son combat écologique. Et au passage, on s'aperçoit très vite qu'il va sortir des cadres et proposer toute une série d'actions qui vont amener ces personnes de ce réseau à faire des actes complètement différents de ce que la politique classique arrive. C'est un livre très, très fort. Il y a le passage de June dont on vient de parler. Il y a aussi, au début du deuxième mouvement de ce livre, l'histoire du monde en 6 pages, à peu près. Et c'est tout à fait réussi et pertinent. Mais pour revenir à la vulnérabilité, en fait, le point de départ de ce livre, c'est peut-être aussi la prise de conscience que la question de la vulnérabilité change d'échelle. C'est-à-dire que la question de la vulnérabilité, c'est aussi également la question de la vulnérabilité de la Terre en tant que coumen, en tant qu'oikos, en tant que logis commun de l'espèce humaine. Puisque finalement, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que nous prenons conscience, et là il faut réentendre donc le oikos de l'écologie. Oikos, c'est la maisonnée, le feu, la demeure, ce qui permet à un groupe humain de se tenir autour d'un certain nombre de subsistances. Mais finalement, la crise écologique, c'est la prise de conscience que ce que les géographes appellent le coumen, donc la terre habitée par les humains, elle est si altérée par nos actions que la menace est immédiate. Et vos personnages, ils se mobilisent à partir de cette reconnaissance de cette vulnérabilité-là. Oui, mais c'est pour ça qu'ils forment cette espèce de réseau à la surface de la planète, et que mes romans se déploient comme ça à une échelle planétaire, parce que je ne vois pas tellement comment, effectivement, ils pourraient ne pas en être autrement, et comment ils pourraient ne pas avoir conscience du tout. Et vous en parlez aussi, Corinne, dans vos livres, comment on peut faire sans cette... je crois que c'est peut-être la plus grande révolution de ce qui vient d'arriver, c'est la conscience d'une unité monde, enfin d'un tout monde. Et voilà, et tout à coup, ça paraît évident. Maintenant, on en parle naturellement, qu'il n'y a aucune frontière, ni pour les pluies acides, ni pour les virus, ni pour quoi que ce soit. Mais c'est immense, en fait. C'est immense, et ça bouscule la littérature, évidemment. C'est-à-dire que même un roman national, ça n'a pas de sens, parce qu'une nation, on savait que c'était des constructions, mais là, maintenant, on le sent dans nos corps. Enfin, on le sent dans nos étés, on le sent dans nos vulnérabilités. Moi, pourquoi ça m'intéresse ce moment-là, c'est le cas extrême de June, donc dans la jungle, et donc elle a conscience, évidemment, d'être une chair, en fait, d'être avant tout un corps qui peut être mangé à n'importe quel moment, et donc plus l'inverse, mais donc elle est un corps dans un espace. Donc ça, c'est le moment extrême, mais en réalité, tous les personnages ont conscience de ça tout le temps. C'est leur base de départ, c'est-à-dire qu'ils sont constamment conscients qu'ils font partie d'un tout, humain, non humain et autres, et donc le roman se déploie à cette échelle-là, donc du corps dont on a parlé, mais du corps surtout terrestre, parce que c'est l'unité de base maintenant de la pensée, et donc évidemment des arts et de la littérature. Enfin, on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Mais est-ce que le grand vertige dont il est question, ça n'est pas aussi... Alors là, c'est une question à la Jacques Chancel, pour les plus anciens d'entre nous. Est-ce que ce n'est pas non plus le vertige qui saisit l'écrivain
devant justement le fait que cette prise de conscience change aussi ce que l'on peut vouloir en tant qu'écrivain réaliser et produire. C'est-à-dire qu'une des hypothèses que nous faisons ici à l'école urbaine, jadis à l'école urbaine de Lyon et aujourd'hui à Cité Anthropocène, c'est que la force subversive de la crise écologique fait que plus rien ne peut être pensé, regardé, ressenti, décrit, exprimé comme avant. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une inquiétude généralisée dans tous les corpus qui avaient l'avantage de nous faire croire que nous maîtrisions le monde et que nous stabilisions les choses. Et je trouve qu'il y a dans Le Grand Vertige, mais on le retrouve dans Variations de Paul, parce que c'est aussi un livre, Variations de Paul, où la mort est omniprésente. Elle est dès le début et elle court pendant tout le livre. Puis c'est aussi un livre avec des structures très labyrinthiques, des narrations très peu linéaires en fait. Il y a chez vous une volonté peut-être de trouver une forme romanesque qui soit un peu analogique en quelque sorte de ce vertige de la crise de l'habitation. Oui, bah c'est tout à fait. Mais je pense que c'est à la fois très contemporain et en réalité c'est à la base de la littérature. Parce que tout à l'heure vous me posez la question sur le corps. À partir du moment où on rentre dans un personnage, donc dans son corps, donc dans sa condition humaine, dans son tragique, par définition, eh ben on est dans le vertige. Donc on l'est dès le départ, dès les premiers textes qui sont écrits et dès les premiers textes qui sont comptés. C'est de toute façon l'histoire du Grand Vertige tout le temps. Et maintenant, il est la nouvelle couche, disons, de la contemporaine, c'est ce vertige planétaire, mais en réalité c'est toujours la même chose, c'est le vertige de la chute, c'est le vertige du rien, c'est le vertige simplement là il a une nouvelle dimension. Et je crois qu'il y a inquiétude effectivement, mais c'est une inquiétude extrêmement stimulante aussi, extrêmement passionnante, qui va être effrayante, parce que ça va être, il y a des choses effrayantes et la plupart le sont, mais c'est tout. Moi j'ai compris ça, l'espérance, c'est comment passer de l'espoir à l'espérance, c'est tout cette chose-là, d'arriver à dire cet immense défi, bascule, vertige, tout ce qu'on veut, c'est aussi, si on a le courage de mourir, j'allais dire, le courage d'accepter de perdre, la chute, etc., c'est quelque chose d'extrêmement stimulant. Et donc au niveau de la littérature, moi ça me semble, pour prendre que c'est ça, mais c'est partout pareil, la danse, le cinéma, tous les et autres que l'art. La spécificité, c'est que ça touche tous les corps de métier et toutes les activités humaines, depuis le sommeil jusqu'à la veille. C'est que c'est l'occasion de tout réinventer. Donc quand ça chute, c'est quand même le grand moment pour réinventer. Donc c'est stimulant. Alors, voilà où je voulais que nous arrivions. Alors, on vous a menti, en fait, ça ne s'interrompt pas à 21h30. Hein. Nous en avons pour à peu près jusqu'à 5h du matin. Hein. Donc, vous pouvez prévenir chez vous. Parce que, en effet, c'est là où on commence véritablement à entrer dans le dur. Ah oui, là, on attaque, là, d'accord. On attaque, oui, là, on attaque. Là, c'était les hors-d'œuvre, Pierre. Corinne, vous partez dans toute une série de livres qui culminent avec Les Lumières à l'âge du vivant, mais vous le reprenez d'une autre façon dans ce petit livre plus récent sur l'espérance. Comme votre philosophie, vous l'avez dit, est une philosophie qui essaye de trouver des outils pour non seulement penser le politique, mais pour agir. Vous montrez bien qu'il y a, face à ce grand vertige dont Pierre vient de parler, qui imposerait de tout accepter de revoir et de reprendre, il y a finalement des attitudes qui consistent soit à vouloir revenir aux identités stables et aux certitudes d'antan. Ça s'appelle les pensées réactionnaires, conservatrices. Ça n'existe pas, ça, hein, bien entendu, et pas du tout dans le champ politique. Hein. Donc on voit bien, je crois, de quoi je parle, soit des pensées qui sont plus reconnaissantes de ce vertige, mais qui en même temps sont embarrassées par la suite à donner à cela.
C'est-à-dire, vous soulignez dans un livre collectif que vous avez fait avec le philosophe Jean-Philippe Pierron et Gérald Hess, vous insistez sur la disjonction qui existe aujourd'hui entre notre constat des troubles et notre capacité à modifier nos comportements. Et c'est de ces deux insatisfactions que vous tirez la nécessité de construire une nouvelle éthique des vertus. C'est-à-dire, et je voudrais qu'on s'arrête un peu sur cette histoire de l'éthique des vertus, parce que voir une philosophe reprendre le mot de vertu, et vous n'êtes pas toute seule à le faire, il y a un renouveau tout à fait considérable de cet intérêt pour les vertus. Évidemment, pour des gens de ma génération et quelques autres dans cette salle, on aurait tendance à dire « ouais, oh, ça va, hein, les vertus, on sort d'en prendre, hein, donc ça n'est pas la peine de remettre ça sur le tapis ». Mais dans la manière que vous avez d'aborder cette éthique des vertus, il y a quelque chose qui est très puissant et que je voudrais que vous nous expliquiez un peu, c'est que vous dites en fait que, je vais le dire de façon un peu caricaturale, si l'on veut changer politiquement le monde, et on peut estimer qu'il est nécessaire de le faire, alors il faut s'interroger sur la nécessité d'abord ou en même temps de se changer soi en tant qu'être humain dans sa conception de soi-même, de ses relations aux autres humains et de ses relations aux autres entités non humaines ou autres qu'humains. Et c'est cela que vous pensez par l'éthique des vertus, c'est-à-dire affirmer qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que nous, en tant qu'êtres humains, nous acceptions aussi d'ouvrir ce chantier-là. Oui, enfin, c'est l'éthique comme transformation de soi, et Foucault en a fait aussi son miel, hein, dans un de ses livres, l'herméneutique du sujet. En tout cas, dire que l'éthique, c'est pas seulement des principes qu'on applique, tout ça. Et moi, j'ai essayé de décrire les étapes d'un processus de transformation de soi, un processus de subjectivation, hein, comme on disait, c'est-à-dire où effectivement, parce que l'éthique des vertus, c'est une vieille approche de la morale qui vient de Platon et d'Aristote et qui s'interroge sur les manières d'être et sur aussi le fait d'avoir du plaisir à changer ses styles de vie, ce qui est très intéressant quand on fait de l'écologie, puisque le problème de l'écologie, parfois dite punitive, c'est que justement, il y a un décalage entre le plaisir et le bonheur et que, eh bien, elle est parfois réduite à un ensemble de réglementations auxquelles chacun essaie de se soustraire. Or, au contraire, si il y a une transformation, c'est vrai que Platon et Aristote soulignaient le lien entre le choix des biens, ce qu'on pourrait appeler les valeurs, hein, et l'impact de cela sur le régime de l'affectivité, sur les évaluations, sur les aspirations et les comportements. Je prends juste un exemple, puis après je dirai ce que moi j'ai apporté. C'est-à-dire, quand, par exemple, Platon dit l'amour de l'argent ou de la gloire rend envieux, fait qu'on n'en a jamais assez, qu'on regarde toujours ce qu'a le voisin, on est divisé entre nous et à l'intérieur de nous, et au contraire, l'amour de la justice, c'est l'exemple qu'il prend, et dans la République, au livre 8 et dans le livre 5 des lois, l'amour de la justice fait qu'on va admirer un être qui a plus ce sens de la justice que soi et va stabiliser l'esprit. En tout cas, et ça a des conséquences au niveau même des régimes politiques, puisque le mot régime politique chez Platon désigne pas seulement des institutions et tout, mais sont vraiment liés au type de bien qu'on honore et qui explique bon. Alors, et ce lien entre les structures sociales et le psychisme ou les manières d'être est vraiment toujours important, y compris, c'est une ligne directe, enfin c'est un fil directeur de la philosophie politique jusqu'à ces grands penseurs de la théorie critique qui ont diagnostiqué l'effervescence, enfin l'entrée du fascisme dans le psychisme dans les années 30 en Allemagne et ailleurs. Mais moi, ce que j'ai ajouté, c'est que la transformation de soi, c'est pas seulement l'idée de la délibération ou tout ça, c'est que pour moi, il y avait un processus d'individuation. Et le grand philosophe norvégien Hennes, qui reprenait à Spinoza cette réflexion sur le fait que la connaissance des interactions avec les autres vivants et la connaissance du tout changeait le régime de son affectivité, faisait que le désir d'exercer son pouvoir sur les êtres perdait de son efficace, et au contraire, il y avait un sentiment d'exister plus grand, une capacité d'agir, et puis, en tout cas, l'intelligence devient amour, comme chez Spinoza, ou en tout cas, la connaissance des vivants
Voilà, et ce que j'ai ajouté, moi, que j'ai appelé considération, dans cette éthique des vertus corrigée, revue et corrigée, c'est-à-dire non essentialiste, parce que chez Aristote ou Platon, vous avez quand même une règle, quoi. C'est le logos, vous suivez votre raison et c'est bon, vous êtes tranquille. Et puis, une fois que vous avez la sagesse, vous avez presque tout le temps. Alors que moi, j'ai repris à Bernard de Clairvaux, donc philosophe chrétien du Moyen-Âge, qui n'a pas toutes les vertus, puisqu'il a participé à la croisade contre les Cathares. Mais j'ai pris dans ce livre Des Considérationnés, qui est un ensemble de lettres adressées à Eugène III, qui lui était responsable de ces croisades, au soir de sa vie, cette réflexion sur la considération qui est un rapport à l'incommensurable, on dirait. Alors évidemment, lui, c'est Dieu. Un rapport à la transcendance fait que je reviens au monde comme un jardinier, dit-il, sans avoir la domination. Et ces termes, c'est dans son beau texte considérationné. Et il dit que justement, c'est ce rapport à l'incommensurable qui élargit sa subjectivité, qui fait que dans le pouvoir et l'économie, eh bien, on n'abuse pas de son pouvoir et on méprise les honneurs dans les honneurs mêmes. Ça fait presque rêver. Bon. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette considération. Donc la considération, c'est le fait, pas seulement le fait d'accorder une valeur propre à chaque être, mais c'est vraiment un processus de connaissance de soi, d'individuation, c'est-à-dire une connaissance qui est liée justement, même chez Bernard de Clairvaux, au souvenir ou à la reconnaissance de sa condition charnelle et engendrée qui permet d'avoir cette stabilité et d'être capable donc, de se situer dans un ensemble, cum, et d'être capable de regarder autrui comme s'il s'agissait d'une constellation d'étoiles, cum sidus sideris, c'est ça, être comme et avec constellation d'étoiles. Et il dit, en fait, c'est l'attitude globale qui permet l'éclosion des vertus et qui surtout évite aux vertus, comme le courage, de se commuer en vice, en témérité. Donc Aristote tout faux, puisqu'Aristote a manqué ce rapport spirituel, on pourrait dire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ça c'est intéressant, ce rapport entre l'élargissement de la subjectivité, le rapport à l'incommensurable, et moi, je vais non pas parler du rapport à Dieu, mais je vais parler d'une sorte de transcendance qui n'est pas une montée vers Dieu, une transascendance, je prends le terme à Jean Val, l'ami de Lévinas, mais une transdescendance. Et là, je vais revenir à ce que disait Pierre, en tout cas, qui finalement pratique la transdescendance, sans le savoir, peut-être. Voilà. Mais c'est-à-dire que le fait par son corps, notamment dans certaines expériences où il y a cette montée d'intensité que je suggérais tout à l'heure, la prise de conscience de son appartenance à un monde commun plus vieux et plus vaste que soi, qui contient l'ensemble des générations, puisque nous avons le trouble de plusieurs existences derrière nous-mêmes. Nous sommes venus d'une lignée, d'une liaison ombilicale des vivants, dit Ricoeur, et puis nous sommes les parents des personnes dont peut-être nous endommagerons les conditions d'existence. Et puis surtout, le monde commun, qui est plus vieux et plus vaste que moi, qui m'accueille à ma naissance, est fait du patrimoine culturel, des institutions, des techniques et naturelles. Et ce monde commun, par l'approfondissement de la connaissance de moi, comme être charnel, engendré, vulnérable, exposé comme corps à des dangers, mais pas seulement, à aussi l'amour, la beauté, eh bien, cette connaissance de mon appartenance à ce monde commun qui est comme une transcendance dans l'immanence, qui me dépasse, mais qui est à ma portée, elle devient un savoir vécu. C'est plus une idée abstraite, ça devient quelque chose qui m'ouvre les yeux et me fait voir et me sentir autrement, appartenir à ce monde plus large, solidaire et solitaire en même temps, et le désir, ça donne une épaisseur à mon existence. Et pour moi, la considération, c'est quand j'ai comme horizon de mes actes et de mes pensées ce monde commun à préserver. Donc, j'ai piqué un petit peu aussi à Hannah Arendt dans Condition humaine, cette idée du monde commun, qu'elle n'avait pas pensé le patrimoine naturel, mais c'est-à-dire de cette transcendance dans l'immanence. Mais moi, je décris en fait le processus pour moi, les vertus. On peut alors, il y a le courage, c'est toujours une médiété, le courage qui est entre la témérité et la lâcheté. Il y a la sobriété ou la modération dans les appétits. Il y en a plein, vertus intellectuelles, vertus morales, qui sont stables, qui ne sont pas des
pulsions, des passions, qui sont vraiment des dispositions, des manières d'être acquises et qui colorent mon existence. Mais effectivement, chez l'être humain, est-ce qu'au mieux en vice? Et puis, chez Aristote, voyons, une fois qu'on les a toutes. Platon les pense comme un gros bloc d'or. Aristote comme les traits du visage, qui ont une différence, mais quand même une unité. Enfin, nous, ce qu'on voit, c'est que souvent, le courageux n'est pas sobre, etc. Bref. Et moi, et puis il ne l'est pas souvent, ou il ne l'est pas tout le temps. Bon, alors qu'avec moi, je partais de deux choses. Un, cette attitude globale, cet art de la mesure, très important, hein, capacité à s'auto-limiter, cœur de l'éthique, hein, notamment pour l'écologie, eh bien, on ne l'a pas tout le temps. Il faut remettre le travail sur le métier, et ça, c'est l'humilité comme méthode, qui est un breuvage amer, qui est le souvenir de sa faillibilité, de sa petitesse. Mais il y avait aussi cette expérience de l'incommensurable. Et moi, au lieu, puisque comme j'écris en philosophie, la philosophie est athée, même si on croit en Dieu, mais n'empêche qu'il ne faut pas imposer ça, eh bien, enfin, on croit en Dieu, bon. Mais, en tout cas, la philosophie est athée, hein, eh bien, l'idée, c'était qu'il y avait une possibilité de penser un rapport à l'incommensurable qui transforme de l'intérieur la subjectivité et a un impact sur le régime de son affectivité, un peu comme l'a décrit Spinoza, mais moi je l'ai décrit à ma manière, et en prenant au sérieux aussi la négativité, ce que ne prend pas Spinoza, puisque pour lui la peur de la mort, tout ça c'est des passions tristes, Burke, hein. Alors que moi la négativité occupe une place très importante, et dans mes livres et dans ma vie, donc parce que c'est le tragique, parce qu'il faut comprendre la destructivité humaine, et le politique c'est ça, empêcher ce qui ne doit pas être d'exister. Il en parle quand même, Spinoza, voilà. Il le prend au sérieux quand même. Oui, mais pour lui la peur de la mort c'est terrible. Pour lui, quand on voit la connaissance du troisième genre, tout est bon. C'est le centre absent, mais il est là. Oui, mais la négativité, c'est-à-dire que la peur de la mort, les émotions négatives sont des passions et non des affects. Alors, je vous proposerais de ne pas rentrer dans une discussion sur Spinoza au moment où nous sommes, même si je sens que Pierre en brûlerait d'envie, mais pour revenir plutôt à ce que Corinne vient de dire, parce que les termes qu'elle a utilisés, je trouve, résonnent de façon assez fascinante avec ce qui se passe dans Le Grand Vertige. Finalement, vos personnages dans Le Grand Vertige font l'expérience de cette transcendance, cette transdescendance, d'ailleurs de quelque chose qui les dépasse, qui les excède, si on jouait même sur les mots, les deux sens du mot excédé, hein, qui les met en colère aussi. C'est-à-dire ce monde altéré, ce monde qui n'est pas simplement un espace, mais un espace et des temps, des espaces et des temps, puisque quand nous sommes au monde, quand nous vivons, nous habitons le monde, nous ne faisons pas qu'habiter l'espace, nous habitons en fait des espaces-temps, et la réalité de la crise écologique, c'est que ces temporalités et ces espaces que nous avons à connaître sont de plus en plus mélangés, complexes, puisque si nous sommes une force géologique, ça veut dire que nous nous relions aussi au temps long de la géologie avec lesquels nous avions l'habitude de considérer que nous n'avions pas grand-chose à faire. Vos personnages, ils sont complètement travaillés par cette transdescendance. Ils sont aussi encolérés par ce qui arrive, c'est-à-dire ce sont des personnages qui ne sont pas placides, qui peuvent aller jusqu'à la violence, jusqu'à la destruction. Il y a une ligne de force dans ce roman qui est non pas un questionnement sur la violence, mais une mise en évidence de la possibilité de la violence. Et ça se retrouve d'ailleurs dans la plupart de vos textes, d'une manière ou d'une autre, même dans le dernier, d'une façon complètement différente. Et donc, je voulais vous faire réagir sur cette idée, justement, que ce qui meut vos personnages, c'est cette sorte de découverte à la fois stupéfiante, énergisante et écrasante de cette transdescendance de la Terre altérée. Waouh. Vous avez 3 minutes. Ouais. Dans l'ensemble, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Vous pouvez remettre un peu de Spinoza dans la réponse. Oui, non, évidemment, non, ça va de soi. C'est déjà, sans que je le dise, il est déjà là. Non, oui, c'est ça. Ils sont sous le choc en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de colère aussi dans mes personnages. Souvent, c'est que ce choc-là dont vous parlez est presque trop pour eux.
encore une fois, j'ai l'impression que c'est spécifique et pas spécifique au moment, quoi. Que en fait, c'est toujours trop pour un être humain. C'est toujours trop de vivre, trop dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Hein, ça excède, quoi, comme vous dites. Ça le dépasse. Et donc mes personnages, effectivement, sont toujours débordés. Il y a toujours un truc avec le corps et ils sont à côté du corps, ou ils sont dedans, ou c'est en trop. Enfin, il y a un truc qui coïncide pas. Et c'est là que ça commence à être personnage pour moi. Si tout est en place, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de devenir, il n'y a pas de problème, disons, de direction. Donc ils sont toujours débordés par quelque chose, donc par cette conscience, effectivement, en tout cas dans ce livre-là, que alors non seulement que c'est un tout, mais qu'on a foiré, enfin qu'il y a un truc de blessure narcissique d'une espèce, quoi, et qu'il y a un choc immense à accepter, que peu importe que ce soit nos parents, nos enfants, enfin en tout cas il y a un ensemble qui à un moment donné, que ce soit un système, c'est un système économique, c'est finalement quelques personnes, mais en tout cas on a réussi cette chose immense, incommensurable, qui est que dans le cosmos gigantesque, on ne connaisse qu'une pincée de vie en l'état, et que cette pincée de vie, on a réussi à la foutre en l'air, en tout cas la mettre en péril. Donc ça, c'est un truc immense. Il faut être capable d'une connerie délirante, quoi. C'est même plus de la bêtise ou c'est de la violence, de la domination, mais aussi un truc il y a un truc de bêtise, quoi. Il faut vraiment être très con, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les personnages le prennent, quoi, et de dire dans l'espace de tout cet espace, comment ça s'est développé sur des millénaires et en 150 ans, de réussir à ça, c'est un chef-d'œuvre, en fait. Et donc d'arriver à cette conscience-là, alors ça les dépasse, ça les met en colère, ça les met en action, ça les met en tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ils en rient aussi, parce qu'il y a souvent que ça à faire. En tout cas, ça les met en action. Et donc il y a donc ce choc-là, et le choc aussi tout simplement élémentaire d'être en vie au milieu de tout ça, et qu'est-ce qu'on va en faire, parce qu'il y a aussi effectivement un truc de génération qui est que June, elle a 20 ans et elle se réveille dans un monde comme ça, et elle dit aux gens au-dessus d'elle, notamment ses parents, ok, super, mais vous en avez bien profité, et moi je suis tenu comme ça à l'excellence, à l'obligation de réussir un truc, et je peux même pas à un moment donné tout simplement vivre, quoi. Donc c'est quand même un des nœuds aussi de la chose, c'est qu'il y a un truc de génération. Vous parliez de boomer tout à l'heure, mais il y a un truc où peu importe qui a raison ou quoi, mais en tout cas il y a non mais c'est vrai, ces jeunes qui dès 20 ans sont tout de suite d'une en éco-anxiété, etc. Ces mots qui n'existaient pas, et d'arriver à tout de suite débarquer dans le monde et de se rendre compte qu'il est en train de chavirer, c'est pas rien. Mais de ce point de vue-là, par rapport à certaines vertus que Corinne commençait à évoquer, notamment la mesure, vos personnages sont assez peu mesurés dans l'ensemble. Ah bah non, ils sont plutôt pas là pour démesurés. Ça. Ouais, ils sont démesurés, dépassés et excédés, ouais. Ah bah oui, ça c'est plutôt, c'est à la fois parce que je parle de gens qui sont pris dans ce nœud-là, mais aussi parce que c'est ceux qui m'intéressent. J'ai écrit un roman sur Basquiat, à chaque fois c'est des personnages qui sont plus ou trop ou pas assez, mais en tout cas où il y a un creux, où il y a un excès. Sinon ça m'intéresse un peu moins. Mais dans une certaine mesure, Corinne Pelluchon, vous reconnaissez aussi dans vos textes l'existence de cette pulsion démesurée, de cette conflictualité possible, de cette violence, du fait qu'on se fait rattraper aussi par l'hubris, par la brutalité, etc. Vous ne décrivez pas... Enfin, vos livres ne sont pas iréniques non plus. Non, mais même, moi j'aime beaucoup Günther Anders, qui s'oppose aux stoïciens, qui trouvent trop égoïstes, qui s'enferment dans la forteresse de leur esprit pour ne pas souffrir du monde. Günther Anders, philosophe allemand, auteur de l'obsolescence de l'homme, notamment. Oui. Voilà, l'obsolescence de l'homme. Et il dit qu'il y a un courage d'avoir peur. Il y a un courage d'avoir peur, c'est-à-dire pas seulement pour soi, mais pour le monde. Que justement, la sérénité ou le fait d'être comme ça placide serait un déni. Donc, un manque de courage. Donc ça, c'est très intéressant. Hein. Et puis, alors, ça, il y a en plus
quelque chose à faire avec la négativité. Moi, quand j'ai parlé d'éco-anxiété dans l'espérance ou la traversée de l'impossible, qui, comme son nom l'indique, veut dire que c'est quand même pas facile, la traversée l'impossible. Mais l'éco-anxiété, c'est justement lié à ces sentiments de honte, d'impuissance, ce sentiment parfois d'avoir sa vitalité atteinte, d'abattement, de colère, parce que rien ne se fait par rapport ou pas beaucoup, à la gravité de la situation. Et ces émotions négatives sont, d'une certaine manière, attestent la conscience et l'absence de déni et le refus du quiproquo et du mensonge et des illusions et de l'optimisme, qui est le masque du déni. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que les éco-anxieux sont des sentinelles, hein, qui justement refusent la consolation. Et ça, c'est peut-être la particularité de notre époque, parce que jusqu'à présent, on a dressé un tableau noir, mais moi, justement, quand je descends dans ma mine, après, je disais tout à l'heure, je monte avec des outils pour construire. Et dans les Lumières à l'âge du vivant, j'ai carrément proposé un projet politique avec l'écologie, les Lumières radicalement écologiques, nouvelles, enfin, rien que ça. Hein. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose, d'une certaine manière, la spécificité de notre époque, et ça se sent bien dans vos romans, c'est que nous sommes obligés de ne plus nous en tenir à des illusions, à des consolations, et à regarder en face, à traverser cet impossible qui est lié justement à la possibilité de notre impossibilité, ou en tout cas, et qui pointe non seulement notre vulnérabilité, mais également la précarité de notre civilisation et les aberrations d'un modèle de développement. Voilà. Donc ça, c'est aussi l'acceptation des pertes. Mais pour moi, il y a l'idée aussi que ça doit être un chemin. Et il y a aussi, effectivement, on n'aura peut-être pas trop le temps d'aborder ça, même si c'est central, et vous en avez parlé au début, la prise de conscience de la faillibilité et de la réalité du mal que nous pouvons faire aussi. Ça, c'est... Ça, c'est pas nouveau, ça, on était au courant. Hein. Justement. Mais je pense que... J'ai jamais dit que c'était nouveau. Mais je dirais que... En quoi c'est spécifique à maintenant laissez-moi continuer. Ah, bah, ce que je veux dire, c'est que... non, mais là, j'ai perdu l'idée, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que la question... Non, ce que j'ai senti même dans vos livres, et ce que je partage profondément, c'est que aujourd'hui, on est amené à justement traverser justement une impossibilité qui fait qu'on ne configure plus l'avenir, qu'on ne voit pas l'avenir. Et qu'il faut accepter justement de ne pas se contenter de récits simplificateurs qui atténuent ou apaisent l'anxiété, y compris l'angoisse de mourir qui est complètement réactivée par les guerres et par le réchauffement climatique, qui vraiment réactive cette angoisse de mort. Et quelques psychologues, à la suite du grand psychologue mort beaucoup trop tôt, Ernst Becker, montrent que le déni de la mort génère des comportements de défense, et quand ils sont réactivés, ils aboutissent au contraire de la protection de la vie, c'est-à-dire qu'ils aboutissent à tomber dans l'addiction à la consommation et dans la recherche de personnes charismatiques qui vont désigner des coupables et surtout faire croire qu'on a un destin de héros, parce que justement le fait de réactiver l'angoisse de mort pointe aussi notre insignifiance, et que ça, c'est tellement insupportable que ça peut pousser à ces comportements-là. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'au moment même où on a ce grand vertige du réchauffement climatique, il y a également une montée de l'extrême droite. Et je crois que là où, quand même, il y a au XXe siècle quelque chose qui fait que les Lumières nouvelles, éventuellement, ne sont qu'après l'éclipse des Lumières, c'est que vraiment... l'idée d'un progrès par la raison et la destructivité humaine est vraiment quelque chose que tout être la fin du XXe siècle et du XXIe siècle reconnaît. Et ça, c'est vraiment, je crois, extrêmement important
pour arriver, parce que c'est là où je voulais en venir, ça met du temps, mais bon, à vraiment faire un inventaire pour voir ce qu'on enlève, ce qu'on veut et doit peut-être supprimer, mais aussi ce qu'on peut préserver. Parce que moi, je pense vraiment, non seulement que cette situation actuelle, elle est une chance au niveau intellectuel, philosophique, et au niveau de l'imaginaire, mais que nous avons également beaucoup de pistes communes, intellectuelles, et aussi de propositions politiques, malheureusement, qui sont peu utilisées, mais bon, en tout cas, au niveau des idées, beaucoup de choses sont là, et que nous avons, il serait faux de dire que nous savons ce que nous perdons et ce qui ne va pas, et que nous ignorons totalement ce que nous devons faire ou ce que nous pouvons faire. Il y a quand même, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau d'une structuration intellectuelle, un certain nombre de pistes et même de signes avant-coureurs de moi ce que j'appelle l'âge du vivant, qui est peut-être pas spectaculaire ni très puissant, mais qui est déjà là et qui, si on décrit ça ligne après ligne, si je puis dire, peut vraiment présenter un projet politique où l'écologie, évidemment, est au cœur. Mais justement, pour revenir à ça, Pierre, vous dites à juste raison qu'on était assez prévenu de la capacité destructrice de l'espèce humaine, ne serait-ce que par l'histoire du XXe siècle. Et les siècles précédents n'ont pas été beaucoup plus avares en confirmation. Mais si on reprend le titre de votre roman et le propos du roman, ce qui change justement avec la crise écologique, c'est que contrairement aux destructions précédentes, on peut avoir l'impression qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de terre sur laquelle nous pourrons nous appuyer une fois que la destruction sera terminée. C'est-à-dire que c'est un peu l'intuition qu'avait Bruno Latour quand il écrit « Où atterrir ». On a souvent mal compris ce livre lorsqu'il se pose cette question, où atterrir. C'est vraiment avec la certitude que le trouble spécifique de l'époque, c'est que cela même sur lequel nous pensions pouvoir toujours nous reposer une fois la destruction faite, cela même cède sous les propres coups de nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est au cœur du grand vertige, en fait. On a des personnages qui sont dans la démesure parce qu'ils se disent, mais bien sûr que nous savons détruire, ça fait longtemps, mais nous avons l'impression qu'il n'y a plus rien et plus aucun lieu où nous pouvons nous appuyer pour reconstruire, sauf peut-être le lieu de la fin que vous dessinez pour vos personnages. Je crois que c'est ça aussi le vertige. Tout se met à trembler, et surtout le sol, et surtout le sol sur lequel on était censé s'appuyer. Ouais, bien sûr, oui. Et ces pages-là de Bruno Latour, de ce livre, en réalité, ont donné, d'une certaine manière, naissance au livre, parce que c'était l'idée que, voilà, quand il reste, même le sol sur lequel on est, ces vases s'ouvrent, il reste plus grand-chose. Et donc ces personnages-là, quand ils sont en proie à ce vertige, il est littéral, il est profond. Et il faisait un truc c'était 150 pages, ce livre, mais articuler tous les phénomènes qui étaient devant nos yeux, puisque c'était juste après l'élection de Trump, et voir que tout ça est évidemment une seule et même chose, quoi. Ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, c'est que évidemment la montée des populismes, des fascismes est la réponse la plus évidente et droite, directe à quand un sol s'évase, qu'est-ce qui reste? Voilà, la terre, la nation, des choses que l'on sait illusoires, que l'on sait fausses, mais qui nous rattachent à quelque chose qui... Donc en fait c'est ça, c'est quand on en est ramené à ça, c'est parce qu'on sait qu'on a peur et on sait qu'on va tomber, et donc on prend. Et donc il y avait aussi cette idée que pourquoi la gauche qui avait ce boulevard, en fait, de ce truc, de cette chose du vivant, qui est une chose sublime, pourquoi elle n'y arrive pas? Parce qu'en fait, il y avait aussi cette question de, il n'y a plus rien sous les pieds, quoi. Donc comment on réinvente? Il faut tout réinventer. Et donc ce personnage de Bruno Latour, mais d'Adam Tobias, de mon roman, il en est arrivé à la 5e, 7e tentative, et donc il a cette nouvelle carte à jouer. Et il en arrive assez vite en se remettant à Bruxelles, en se remettant dans les arcanes politiques, à l'idée qu'il va devoir tout casser, enfin en tout cas tout démonter pour pouvoir remonter. Et donc oui, les personnages sont pas en grande forme, mais parce qu'ils sont complètement sous le choc de ce qui leur arrive. Et ça va durer longtemps, et on n'en est pas remis. Et donc s'ils le prennent vraiment le choc, qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est pas gagné.
Mais nous sommes en pleine forme, donc nous ça va bien. Ça va bien. Nous avons quelques minutes pour prendre des questions du public, s'il y en a. Et alors en revanche, je ne sais pas s'il y a un micro. Moi, je peux vous passer mon micro. Non, je vais super. vous passer mon micro. Alors, des questions aussi courtes que possible. Oui, je vais faire très court. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Val Plumwood, Dans l'œil du crocodile, l'humanité comme proie. Une expérience aussi sur, en février 85, quand elle se trouve face à se retrouver en tant qu'homme, peut-être mangé par un crocodile. C'est aussi ça, peut-être, c'est une question que je vous pose. Et à travers cette expérience que vous dites, c'est comment, à un moment, nous, hommes, on se repositionne aussi comme une proie, comme un vivant parmi tant d'autres, avec une grande vulnérabilité, peut-être. Oui, mais c'est l'expérience de June, c'est exactement celle-là. C'est que moi, en réalité, je n'ai jamais eu et que j'ai réussi à avoir quelques pages grâce à elle, mais d'être vraiment la chair, quoi. D'être une chair parmi les chairs et d'être à la merci. C'est-à-dire que quand on passe une nuit dans la jungle et quand on est dans un hamac et qu'on voit ce que c'est absolument rien, quoi. Et qu'on a fait un feu et qu'on a voilà, là donc ça c'est né en gros de ce livre-là et de ces expériences autour qui sont ça, mais en réalité c'est plus tous les personnages font cette expérience-là, et je crois qu'écrire un roman c'est exactement faire ça, c'est en rentrant dans le corps de l'autre prendre conscience du côté périssable de sa chair et de son expérience humaine, à la fois misérable, comme dit Sartre dans Les Mots, et exemplaire parce qu'elle est misérable et donc du coup est unique et donc du coup c'est l'expérience même d'écrire une fiction ou d'inventer une fiction, ce qu'on fait toutes les nuits, c'est de se mettre à la place de quiconque et donc de se rendre compte qu'on est rien. Donc c'est ce qu'on fait tous les jours en fait. Alors, si on est attentif. Si on le considère et si on est attentif à ça, on peut la faire tout le temps. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour votre discussion. Ça m'intéresse beaucoup cette idée de vulnérabilité et je vous ai lu avec attention. Mais une fois que j'ai lu, j'aime bien aussi essayer de rendre concret. Et du coup, ma question, elle porte sur le concret de cette vulnérabilité. Ce que je me demandais, en fait, c'est que... comment dire ? Le sentiment que j'ai de ma vulnérabilité, c'est aussi ce qui peut me conduire à consommer, à chercher des plaisirs, à chercher des divertissements, à consommer ou surconsommer des médicaments, à vouloir changer de corps, au transhumanisme, toutes ces questions-là. Et donc, des choses qui ne vont pas forcément dans le sens du changement qu'on attend, peut-être. Qu'est-ce qui va faire la différence Qu'est-ce qui va faire que la vulnérabilité que je ressens, elle va plutôt me tourner vers l'autre et la relation dont vous parlez, que vers toutes ces choses qu'on consomme ou d'autres choses? Oui, alors je dirais que vous avez raison. La peur de sa propre vulnérabilité est une des sources de la domination et des abus. Alors ça se voit dans plein de domaines, en médecine, enfin bon voilà, et dans la vie. Donc ça c'est sûr, il y a à la racine de la domination, de la toute-puissance, une peur de sa vulnérabilité, de sa mortalité aussi, de sa petitesse, son insignifiance, etc. Donc, et plus profondément, enfin non seulement il est important d'accepter de la vulnérabilité, de la vivre, de s'y confronter. C'est ça justement peut-être que notre époque nous demande, puisqu'il n'y a pas de consolation autre en raison du fait que ce sol se dérobe. Mais aussi, j'ajouterais qu'il faudrait peut-être une éducation justement pour faire qu'on traverse les émotions négatives qui ne manquent pas de nous arriver dans la vie et qui actuellement sont un petit peu partagées par plein de personnes qui le vivent de manière souvent isolée, mais parce que la souffrance psychique isole aussi. Mais et je crois que apprendre à traverser ces émotions négatives pour pas les refouler, pour pas justement qu'elles deviennent
destructrice, et pour soi et pour les autres, pour pas qu'il y ait une inversion de la souffrance en dégoût de soi, dégoût de la vie, haine de soi, ou toute puissance et tout ça. Je crois que là, il y aurait à repenser vraiment la formation du caractère, en tout cas l'éducation, et vraiment une réflexion sur l'approche qu'on fait de la sensibilité en dépsychologisant, pour ainsi dire, les émotions, hein, comme chez Platon. Hein, c'est pas seulement psychologique, personnel. Il y a quelque chose qui se dit, mais il faut les traverser. Or, c'est vrai que pour aller vite, l'éducation qui est reçue, finalement de la petite enfance jusqu'aux grandes classes, etc., c'est non seulement la compétition, la rivalité les uns contre les autres, mais il n'y a pas du tout cet apprentissage des émotions, en particulier négatives. Donc vous avez des gens qui sont très savants, très habiles avec les concepts, et qui sont non seulement assez désemparés dès qu'il leur arrive quelque chose et qui ne maîtrisent plus, mais également incapables de transformer ces émotions négatives qui leur arrivent et qui peuvent être aussi des choses, des alarmes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et l'écriture... La littérature est une aventure morale, disait Martha Nussbaum, qui permet justement ce décentrement de soi, de vivre d'autres vies que la sienne, et qui apporte un petit peu des éléments, mais pas seulement. Oui, Pierre, vous avez évoqué déjà tout à l'heure cette question de la psychologie et des émotions, donc peut-être que vous voulez revenir justement sur ça. Non, parce que c'est essentiel, en fait, ce que vous dites, c'est ce qui fait que pourquoi rien ne se passe, en fait, c'est peut-être parce que la crise écologique reste encore une idée, encore une pensée, une réflexion, mais que c'est quand on a vraiment conscience pleinement de sa vulnérabilité, de sa mortalité et de ce qui se passe réellement, voilà, et ben là, ça change. Mais en réalité, la plupart du temps, on a une connaissance un peu abstraite, on a un petit peu plus chaud l'été, quand on va au glacier, voilà, mais le soir, on va dormir dans notre lit et on se réveille le matin. Mais quand vraiment ça va changer, c'est quand vraiment on mourra, quoi, et quand vraiment on ne pourra plus passer l'été, en fait. Et donc c'est ça, là, je pense, peut-être les deux différences entre vraiment sentir sa vulnérabilité et la penser de manière conceptuelle. Et donc le crocodile, une fois qu'on a vraiment senti qu'on était une chair, a priori ça change. Ensuite, il y a les êtres humains face au même danger réagiront différemment. Mais en tout cas, la chose n'est pas encore assez concrète pour que réellement on change. Ne pensez-vous pas d'ailleurs à ce propos que pour avoir été témoin des vagues de chaleur et des méga-feux en Amérique du Nord l'été dernier, j'ai été surpris de voir l'endurance avec laquelle les sociétés étaient capables de ne pas ressentir cette menace. Il y a quand même aussi une incroyable... C'est ce que le déni. Voilà, le fait de ne pas pouvoir véritablement intégrer les émotions négatives, c'est-à-dire même face à la combinaison des vagues de chaleur, des sécheresses et des méga-feux, on tombe sur des personnes qui, dans une sorte de relation d'addiction à leur mode de vie, et parce sont que c'est prêts, en fait, parce que c'est très efficace et c'est très facile. Et parce que c'est un événement, en fait. Par rapport à un événement, on réagit, action, réaction, etc. On passe à l'événement suivant. Mais quand ce n'est plus un événement, mais c'est l'ensemble du réel, là, ça change. C'est un été, si vous voulez. Et dans l'esprit de l'être humain qui s'adapte, il s'adapte. Ensuite, à l'hiver, il y a un truc très je serais mécanique. Peut-être un peu moins optimiste que vous, j'ai l'impression qu'il y a J'ai l'espérance, moi. Je suis voilà, voilà. Il y a une sorte de capacité d'endurance aussi, si je puis dire, une capacité dans le déni qui est quand même aussi, ça serait le sujet d'un autre débat, un peu la question qui nous occupe, parce qu'il y a encore un déni de vulnérabilité systémique. Si accepter la mort était si simple, on serait... Ce point de vue-là, d'ailleurs, je vous conseille, ça fait écho au titre de votre livre, Pierre, un livre très troublant d'un écrivain qui s'appelle Camille de Toledo, qui a écrit chez Verdier une histoire du vertige, dans lequel justement il essaye de penser ce qu'il appelle la condition vertigineuse, c'est-à-dire pour lui le vertige vient du moment où on accepte de considérer que les histoires qu'on se raconte ne tiennent plus pour rendre compte des expériences qu'on a à vivre. Et il montre à quel point nous sommes, dit-il, par nos histoires poussés à oublier le monde, et à quel point nous avons du mal à abandonner ce qu'il appelle les sémiosols, c'est-à-dire les histoires que nous nous racontons, pour accepter
de faire face à nos vulnérabilités. Ce qui n'est pas le cas de vos personnages, mais je trouve qu'il y a un écho entre votre livre et à ce livre de Camille de Toledo. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais n'hésitez pas, oui. C'est très proche, je trouve, de ce que vous dites. Oui, je lis Camille depuis très longtemps. Allez, une petite dernière. On parle des récits, et moi c'est vraiment quelque chose qui me travaille. L'impression que les récits finalement n'ont pas la puissance de transformer et de mettre les gens en action. C'est un peu ce qu'on conclut là. Pourtant, depuis la sortie de la guerre, on a eu droit à une propagande incroyable des valeurs capitalistes, etc. Et ça c'est mondial maintenant. Pour moi, ça a mis les gens en action. Enfin, et j'ai l'impression que c'est pensé, puisque ça a été signé quelque part. C'était le deal qu'on a eu avec les Américains, d'accepter les films, et les séries. On a même fait de la censure en France sur des personnages et ainsi de suite. Donc j'ai l'impression que les récits peuvent mettre en action. Mais ça, parce que c'est la meilleure histoire du monde. Personne n'a jamais inventé une histoire aussi puissante que celle de la croissance éternelle, de la maison pérenne, de tout ira de mieux en mieux d'année en année. Enfin, l'histoire du capitalisme, elle a triomphé parce que c'est la meilleure. Elle est implacable, elle est formidable. Et elle avale en plus qui arrive à côté, qui est contre elle. Et voilà. Et là, elle s'est écroulée devant nos yeux plusieurs fois. Et là, peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'elle subsiste par inertie, peut-être qu'elle est morte déjà et qu'une autre, mais il faut qu'elle soit très très forte. Et il y en a, hein, je pense qu'il y a une histoire de l'interespèce, il y a une histoire de l'unité Terre qui est là, qui est formidable, qui est sublime. Mais en tout cas, l'autre histoire en face était tellement aveuglante, ensorcelante et forte qu'elle a tenu et qu'elle tient encore. Je voudrais juste dire, on n'a pas eu le temps de parler du capitalisme, de ce que c'est au-delà de la situation économique, peut-être pourquoi il faut aller au-delà même d'une critique du capitalisme et penser la domination dont Adorno, Horkheimer, les pères de la théorie critique, disaient qu'elle était à la fois sociale, de la nature extérieure et de notre propre nature, ce qui en dit long sur le lien, la clé de la répression de notre condition mortelle et charnelle comme clé justement pour sortir de cette domination qui imprègne le psychisme. Mais moi je pense que vraiment, alors ça s'entend pas trop, c'est pas encore trop spectaculaire, mais si on prend l'écologie dans sa profondeur, pas seulement donc comme habitation de l'oikos, et donc dans sa dimension environnementale, sociale et subjective ou existentielle en même temps, ça pourrait faire l'équivalent d'un récit qui ne serait pas surplombant, qui ne serait pas une autre histoire. Voilà, je pense que même le mot récit n'irait pas. Mais il y a quand même, si j'ose dire ce gros mot, une sorte de révolution anthropologique, vraiment une autre manière de penser l'humain et de se penser, et qui a des conséquences normatives sur les normes qu'on peut produire, la manière d'organiser l'espace, qui peuvent avoir des traductions concrètes importantes. Alors la question, c'est pourquoi